D'abord, il faut dire qu'il est tout à fait légitime que le gouvernement chinois ait légiféré en fait, sur cette question de la sécurité nationale à Hong Kong, parce que même si on sait que Hong Kong a un statut un peu particulier, on parle d'un pays, deux systèmes, ça reste quand même un seul et unique pays. Donc c'est de l'ordre du gouvernement de la Chine de légiférer sur les questions de sécurité nationale. D'ailleurs, Hong Kong a certaines prérogatives législatives, mais sur les questions de sécurité nationale, ce n'est pas dans les accords qui avaient été signés en 1997. Et donc, il est tout à fait légitime que le gouvernement légifère sur ces questions. Donc on a beaucoup discuté de cette loi sur la sécurité nationale, mais si on regarde ce qui a beaucoup été discuté dans les médias européens, c'est surtout deux articles. L'article 2 en particulier, donc, qui dit que le gouvernement va intervenir pour empêcher toutes les interférences de forces étrangères sur le territoire national. Et donc, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas une surprise. Je veux dire, tous les pays dans le monde ont des lois qui empêchent à ce que d'autres pays, des pays tiers, interfèrent dans les processus législatifs et électoraux. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut reconnaître que la situation est très sérieuse et on pourrait même dire aujourd'hui devient très dangereuse au regard de cette interférence américaine. Et si je cite par exemple les autorités chinoises, le ministre des Affaires étrangères, par exemple Wang Yi, a été très clair et il a déclaré que, outre la dévastation causée par le nouveau coronavirus dans l'économie mondiale, il y a un nouveau virus qui se propage dans le monde, c'est un virus politique aux États-Unis, et ce virus est un virus politique qui utilise, je le cite, à toutes les occasions pour attaquer et diffamer la Chine, et pousse nos deux pays au bord d'une nouvelle guerre froide. Donc, ce qui est dit par le ministre des Affaires étrangères chinois. Donc la situation est très très grave et à prendre très au sérieux. Je pense qu'il faut bien distinguer entre le président américain, le président Trump, qui certes est en campagne électorale, qui a une rhétorique anti-chinoise, qui a fait passer cette fameuse loi de découplage de l'économie américaine et chinoise, et la pression qu'il subit de son entourage, et en particulier Pompeo, donc le secrétaire d'État américain, qui compare la Chine à l'Allemagne nazie, ce qui est quand même extraordinaire, et qui n'est pas à son premier méfait. C'est quand même lui qui a brisé les accords avec la Corée du Nord, c'est lui qui a soutenu le coup d'État au Venezuela, c'est lui qui a soutenu et voulu la guerre contre l'Iran, etc., etc. Donc on est face à la faction la plus dure aux États-Unis qui pousse le président Trump à s'opposer à la Chine en utilisant en particulier l'affaire de Hong Kong. Déjà, il faut rappeler que le peuple de Hong Kong est très libre et a beaucoup de droits, donc plus que la moyenne, donc il ne faut pas non plus exagérer le propos. Mais non, ça ne va pas du tout affecter ni l'autonomie ni le droit des peuples, puisque la chef-feu, donc Carrie Lam, donc, qui a justement fait les négociations avec le premier vice-premier ministre de Chine, qui s'appelle Han Zheng, si je ne me trompe pas, donc, a clairement dit, de toute façon à plusieurs reprises, que cela n'allait pas du tout, disons, empêcher la vie des Hongkongais d'être comme avant, ou du moins la grande majorité du peuple. Donc elle a été très claire sur le fait qu'il n'y aura pas de remise en cause, du moins dans le cadre de la loi actuelle, puisque, je le répète, c'est une loi de sécurité nationale qui est justement du ressort du gouvernement chinois et pas du Parlement de Hong Kong. Donc il n'y a pas aujourd'hui la liberté individuelle ou l'autonomie de la province, ou du moins un pays, deux systèmes n'est pas du tout remis en cause, même si on peut dire que cette loi, cette harmonisation vers un système sécuritaire unique pour l'ensemble de la Chine est une bonne nouvelle à long terme, puisqu'elle vise à créer une unité de plus en plus grande dans le pays, si on pense les choses à long terme. Où il analyse justement la pensée occidentale qui a toujours eu besoin d'un ennemi, en disant voilà les croisades, après la lutte contre les hérétiques, la lutte des classes, le libre-échange, c'est-à-dire la compétition mondiale. Donc il y a cette philosophie de toujours avoir un ennemi pour exister quelque part. On l'a vu avec les deux guerres mondiales. Et donc qui est en opposition à la philosophie historique chinoise, donc du Tangxia, de la dynastie des Zhou, hein, donc ça remonte avant Jésus-Christ, qui est une vision inclusive du monde. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas tous pareils, mais on est tous sous le même ciel et on essaye de tendre vers une coopération plutôt que d'une opposition. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Occident de manière générale, tend à sortir de cette vision-là. Mais il y a encore beaucoup de gens, et en particulier de factions aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui sont toujours dans cette géopolitique et utilisent le moindre événement pour déstabiliser les pays dans le monde.
Je dirais que de toute façon, la Chine doit tendre vers un pays et un pays. Je veux dire, il y a d'autres régions administratives spéciales. Il y a Macao, on le sait, où il n'y a pas eu tous ces troubles, par exemple. Donc Hong Kong joue un rôle particulier. Mais ce que doit faire le gouvernement chinois, c'est continuer sa politique. Parce que ce qui a été discuté lors des 2 sessions, par exemple, c'est la priorité du gouvernement chinois, c'est la lutte contre l'extrême pauvreté. Donc ça, c'est très important de faire de la Chine une société basée sur une économie physique réelle de haute valeur ajoutée, technologique, les programmes spatiaux, le nucléaire, l'intelligence artificielle, le numérique. Donc de faire évoluer le pays donc, vers toute cette technologie. Et c'est cette prospérité économique qui fait que justement on aura de moins en moins ce type de division et de plus en plus d'inclusivité vis-à-vis même des différents systèmes ou régions qui peuvent être un peu différentes les unes par rapport aux autres. Donc le gouvernement doit continuer vers ce processus de développement économique et aussi de démocratisation. Je rappelle quand même qu'en 2049, la Chine fêtera donc le 100e anniversaire de la République populaire de Chine et que Xi Jinping a toujours répété que son programme était d'aller vers une société plus harmonieuse, plus prospère et plus démocratique. Donc on va petit à petit aussi, la Chine va continuer vers son ouverture au monde et son processus de démocratisation. Donc tout ça ne peut être que bénéfique à long terme, aussi bien à des régions administratives spéciales comme Hong Kong qu'à l'ensemble du pays. Donc je pense qu'aujourd'hui la Chine doit continuer cette politique de prospérité et mettre en place l'agenda 2049 comme il a été dit lors des 2 sessions. Donc c'est comme ça, mais avec M. Wembo, il m'avait déjà interviewé à 2-3 reprises dans le passé. Oui, c'était il est présent. On verra. On verra.